Pour respecter donc le temps de l'intervention et l'horaire du webinaire, on va commencer. Alors, encore une fois, soyez les bienvenus à notre premier webinaire du deuxième semestre, le webinaire du FLE, organisé par l'ambassade des France en collaboration avec l'Institut français de l'Amérique latine. Aujourd'hui, la thématique qui nous convoque, l'erreur ennemie ou alliée dans l'enseignement-apprentissage du FLE. Alors, dans ce webinaire, nous nous attacherons à questionner la place et le traitement réservé à une notion fondamentale dans l'enseignement-apprentissage du FLE, l'erreur. Après un bref rappel de sa gestion dans quelques courants didactiques, nous tâcherons à répondre aux questions suivantes. Que nous relève l'erreur? Quand et comment l'intégrer au processus même de l'enseignement-apprentissage? Au travers de réflexions et d'exemples concrets, nous proposerons des bases méthodologiques qui éclaireront les professeurs débutants et permettront aux plus confirmés de se repencher sur leur pratique. Ce webinaire sera animé par Perrine Brochelet, formatrice indépendante de français langue étrangère. Alors, Perrine collabore avec l'IFA depuis 2005 en tant que professeure FLE et depuis plus de 10 ans en tant que formatrice. Elle intervient également auprès des institutions publiques et privées sur divers thèmes liés à l'évolution des défis et enjeux contemporains de l'enseignement-apprentissage du français langue étrangère. Son intérêt pour ces questions l'ont d'ailleurs conduite à préparer en 2023 un master en didactique et management du FLE FLS en milieu plurilingue et ses recherches autour de la sensibilisation à la variation linguistique géographique dans l'enseignement-apprentissage du FLE ont reçu de vives éloges académiques. Repenser et actualiser nos pratiques d'enseignement constitue donc un grand moteur de motivation pour elle et aujourd'hui, elle nous invite à réfléchir ensemble à la place et au traitement réservé au concept majeur en didactique du FLE, l'erreur. Mesdames et messieurs, avec vous, Perrine. Le spectacle va commencer, hein. C'est un petit peu ça. Alors bonjour à toutes et à tous. Enchantée, comme je disais, voici la présentation. Je pense que ça durera un petit peu plus d'une heure. Et donc à la fin, on aura un temps avec des questions. Vous aurez également, donc je vais alterner entre des moments où je partagerai avec vous quelques notions, quelques idées, quelques pratiques. Et également, il y aura des temps où vous participerez activement. Donc, commençons sans plus tarder, l'erreur ennemi ou allié dans l'enseignement apprentissage du FLE. J'avoue qu'on va assez rapidement répondre à cette question. Il va pas y avoir beaucoup de suspense. Et là, voilà, on va y aller. Les constats et les objectifs, on va partir d'abord sur des questions initiales pour réfléchir à votre rapport au sujet de la notion d'erreur. Donc, pour ça, deux questions, je vous les lis d'abord et on va faire un mini sondage de deux questions. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Sur WooClap, ceux qui connaissent WooClap, vous pouvez déjà écrire wooclap.com pour aller un peu plus vite, pour gagner du temps. Mais sinon, on commence par la lecture des questions. En tant qu'apprenante de langue étrangère ou apprenant, vous, quand vous avez étudié une autre langue, quel souvenir prédomine par rapport aux erreurs qui étaient commises pendant vos cours? Vos erreurs, les erreurs des camarades, etc. Et je vais vous proposer des options, hein. Et la deuxième question, aujourd'hui, en tant que professeur de FLE, quel profil d'enseignant ou d'enseignante considérez-vous avoir face aux erreurs commises par vos élèves? Donc, pour ça, alors j'avoue que je vais devoir sortir déjà la présentation parce que on l'a testé tout à l'heure, mais on dirait qu'il y a un petit, voilà, là, ça devrait glisser. C'est bon. On y va, je vous laisse ou bien scanner. Je crois que le plus rapide, à la limite, c'est de faire wooclap.com et de noter le code de l'événement Errare. Donc, je vous laisse quelques petits instants et vous pouvez commencer à répondre à notre première question avec quatre options. En tant qu'apprenant de langue étrangère, quel souvenir vous avez des erreurs qui étaient traitées? La première option, vous évitiez de prendre la parole si vous n'étiez pas sûr de votre réponse. Ou bien, deuxième, vous preniez librement la parole sans l'appréhension de vous tromper. Trois, vous sentiez la pression du groupe de l'enseignant ou de l'enseignante et de ne pas vous tromper durant vos interventions. Vous parliez, mais avec quand même pas mal de pression.
Et finalement, 4, l'ambiance de la classe générée par l'enseignant et le reste des élèves. Vous mettez suffisamment en confiance pour prendre spontanément la parole. Je vous laisse réagir. Euh, oui, je pense qu'il n'y a qu'une seule option possible. Alors, vous voyez les résultats en temps réel. OK, la balance. On nous dit qu'il y a plusieurs réponses possibles. Il y a plusieurs réponses possibles. Voilà, je ne sais plus, je vous avoue, s'il y en avait une ou plusieurs. Donc, vous en avez peut-être plusieurs. Vous avez plusieurs souvenirs. OK. Donc, c'est intéressant. Pour le moment, ça rebascule de l'autre côté. Pour le moment, il y a quand même une majorité de personnes qui évitaient de prendre la parole si vous n'étiez pas sûr de votre réponse. Mais ça y est, on a d'autres personnes qui participent. On a quand même 50%, hein. Une personne sur deux pour le moment avait la trouille au ventre de parler, sûrement en raison des erreurs éventuelles que vous deviez faire. Ou que vous risquiez de faire. OK. Euh, Vous sentiez quand même la pression aussi, c'est bon. Et l'ambiance de la classe. Alors, c'est la partie qui m'intéressait quand même, la numéro 4. Bon, c'est pas celle qui occupe le moins de votes, mais quand même, il n'y en a pas beaucoup. On va essayer de voir quel impact ça a. Je vais passer à la deuxième question. Votre écran va changer. Donc, en tant que prof aujourd'hui, vous, avec ces souvenirs, qu'est-ce que vous faites? La plupart du temps, vous perdez la patience et vous désespérez quand vous avez déjà expliqué plusieurs fois la même chose et que les élèves persistent à se tromper. Ou bien, numéro 2, vous n'avez pas trop le temps de vous arrêter sur les erreurs. Donc, vous allez un peu vite, il y a un programme derrière et donc vous les traitez pas vraiment consciemment. C'est un petit peu comme ça, de manière aléatoire. C'est anonyme, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez répondre, l'erreur est humaine, etc. Mais vous avez aussi la numéro 3, la plupart du temps, vous restez patient, bienveillant, même aux erreurs répétitives. Vous réfléchissez aux causes possibles, vous cherchez des alternatives et vous remettez ponctuellement en question vos propres méthodes d'enseignement. Alors je dis c'est anonyme parce que évidemment on sait quelle est la bonne réponse ici, mais essayez quand même voilà de jouer le jeu, on va dire entre guillemets. Finalement, vous ne laissez pas passer les erreurs de vos élèves, vous les corrigez directement, systématiquement pour les aider à mieux communiquer. C'est la dernière option. Donc, ok. Alors là, on a l'air quand même d'être pas mal stabilisé. Zéro pour le numéro un. Très bien. Et encore, on a le droit de temps en temps, non? Et la numéro 3, vous restez très patient et bienveillant. Ben, écoutez, je pense que mon webinaire a terminé maintenant. Je n'ai plus rien à vous apporter, vous avez tout compris. Non, on va quand même détailler un petit peu tout ça, hein. On va voir de manière plus approfondie comment mettre en pratique tout ça. Donc, je vais arrêter maintenant. Merci d'avoir participé à ce petit sondage. Donc, on va arrêter. Et on va retourner à la présentation. Donc, Pur mensonge, on dit, hein, dans les chats, hein. je ne sais pas, mais c'est pas grave, ça vous donne une idée. Et d'ailleurs, là, je vais vous demander de participer dans le chat aussi. Une dernière petite question qui consiste à me dire comment vous vous sentez lorsque vous-même, aujourd'hui, en tant que professeur, vous commettez des erreurs dans vos cours. Vous trompez, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé sur une explication, vous savez pas quoi répondre, comment vous vous sentez. Mais c'est plutôt sur les erreurs, quand vous vous rendez compte que vous faites une erreur. Donc là, je vais vous demander d'utiliser directement le chat de Zoom. Ok, il y en a qui disent qu'ils vont vérifier. D'accord. Et quelle sensation vous avez au niveau du ressenti? Vous le prenez tranquillement? Non, vous sentez mal. Il y en a qui disent ça. Vous autocorrigez. Vous dites, bon, ben, désolé, j'ai fait une erreur. Vous priez vos élèves de vous excuser, de vous expliquer. Ça vous gêne un peu? Ben oui, Sentiment des hontes aussi. c'est ça.
Non, c'est vraiment, là on sent, hein, alors évidemment, on va Voilà. pas faire une analyse ici, une psychothérapie, mais on comprend bien que la manière dont on a été finalement confronté au traitement de l'erreur a un impact malgré tout sur la manière qu'on a de réagir. Et ça, c'est intéressant à prendre en compte. Il y a quelqu'un qui dit que ça gêne. Et oui. Il y a quelqu'un qui dit je me sens nul. Mais non, c'est pas grave, c'est normal, c'est normal. C'est justement, on va voir. Alors, je vais passer à la suite. Vous pouvez continuer à discuter aussi hein, à travers le chat, bien sûr. Mais on va voir ici la suite de cette présentation. Parce que justement, ceux qui se sentent mal, qui ont un sentiment de honte, n'avez-vous jamais entendu l'erreur est une porte d'entrée dans la démarche de l'élève? Donc, vous pouvez lire ça depuis les années 60, 1960. Voilà ce qu'on dit de cette erreur aussi. On n'est pas juste confronté à cette faute grave avec cette connotation assez religieuse finalement qu'on peut trouver sur l'étymologie du mot faute. L'erreur est un moteur de l'apprentissage. L'erreur est un levier de l'apprentissage et même un pilier de l'apprentissage. Donc, les objectifs aujourd'hui vont être, vous l'avez compris, de repenser notre attitude face à l'erreur et à sa place dans nos pratiques de classe. On va voir qu'est-ce qu'une erreur, pourquoi on en fait, en quoi elles sont utiles. J'espère vous convaincre. Faut-il tout corriger? Des fois, on se dit, bon, ben, on va tout corriger. Est-ce qu'il y a une hiérarchisation à effectuer dans les erreurs? Et quelle démarche de correction on peut appliquer. Donc, l'idée est de vous proposer des techniques et des outils de correction d'erreurs en fonction des moments de l'unité didactique également. On verra, je ferai de temps en temps des allusions. Et d'une manière générale, c'est se sentir plus à l'aise avec les erreurs. J'espère que tout ça vous apportera de nouvelles prises de conscience peut-être, ou peut-être vous les avez déjà. Donc, le plan du webinaire, on va parler de la perception des erreurs au fil du temps et des théories d'apprentissage de manière particulière, la partie un peu théorique. On va aussi se pencher sur les définitions d'erreurs et ce qu'on peut dire à côté en termes de normes et de variations notamment. Que dit l'erreur? Plutôt, qui dit erreur dit correction et qui dit correction dit remédiation. Voilà, donc là, pour que la boucle soit bouclée, il faudrait arriver jusque-là. En conclusion, on verra de nouveau la place de l'erreur et le rôle du prof. Puis, comme on avait évoqué, on avait expliqué une session de questions-réponses et peut-être aussi vos retours d'expérience. Ça serait aussi intéressant. Voilà, rentrons dans le matériel. L'erreur, quelle place lui accorder? Donc, on va partir sur les différentes théories d'apprentissage qui ont donc traversé le XXe siècle. Hein. Je ne reviens pas sur la méthode traditionnelle ou la méthode de traduction qui existe depuis l'Antiquité, où on traduisait la langue. Voilà. Et donc, les erreurs, ben, c'était une erreur due à l'interférence de la langue, peut-être. En tout cas, sur les théories, elles sont basées par rapport à des travaux en psychologie. Vous voyez que la part de psychologie est très importante. L'apprentissage est conçu comme un processus psychologique fondamental et donc est considéré apprentissage une aptitude à s'adapter à un environnement changeant. Ces théories cherchent à comprendre et à expliquer comment les individus apprennent. Elles reflètent aussi les évolutions sociétales avec leurs préoccupations contemporaines. L'apparition des ordinateurs, les préoccupations sociales dans les années 80, l'évolution des sciences, etc. Elles influencent les courants didactiques prévalents au XXe et début du XXIe siècle. Donc là, on entend les méthodologies directes, les méthodologies structuro-globales, les méthodologies évidemment communicatives, l'approche actionnelle. Avoir des notions et comprendre cette évolution, alors grosso modo, on ne va pas non plus devenir des spécialistes en 1 heure ou en 15 minutes même, donc, et comprendre l'évolution du statut de l'erreur au fil de cette théorie d'apprentissage, et combiner à notre propre histoire va nous permettre de comprendre nos perceptions de l'erreur et prendre position en tant que professeur. Vous déciderez ce qui vous convient le mieux et ce qui vous semblera le plus pertinent. Donc, dans les théories behavioristes ou comportementalistes, des investigations étaient menées sur les phénomènes observables. Les comportements, on partait du principe que les comportements étaient influencés par l'expérience et appris de l'environnement. Donc, les informations étaient données comme des stimuli entraînant des réponses et on avait donc besoin à beaucoup de répétitions dans l'enseignement des langues pour créer des automatismes et des réflexes. Donc, cet enseignement pouvait être axé, enfin, d'une manière générale, le mouvement et en particulier dans la didactique des langues
on axait sur le conditionnement et l'ajustement du comportement de l'élève à la réponse attendue, d'où l'importance du renforcement positif. Alors moi, quand j'étais petite, on me donnait des images, des bons points, vous savez. Donc là, on parle, moi j'étais petite dans les années 80-90, 80. Donc ici, vous voyez que ben, c'est pas parce que c'était au début du XXe siècle qu'une théorie est complètement abandonnée. D'ailleurs, nous sommes l'héritage de tout ça. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des pratiques qu'on effectue et c'est pas forcément mal. Au contraire, finalement, on est le produit de nos expériences, on est le produit de la culture, finalement, des différents courants didactiques, hein. Donc, c'est normal. Ensuite, tout cela était donc fait pour favoriser la motivation. L'élève écoutait, regardait, réagissait en reproduisant ce que l'enseignant disait ou faisait. Et son rôle à l'enseignant était plutôt de l'encadrer, d'organiser, de vérifier les progressions. Donc, ce système impliquait l'utilisation de beaucoup d'exercices répétitifs. Il y avait beaucoup de tests fréquents. Ça nous fait penser à toutes ces méthodologies et aussi, dans les étapes de l'unité didactique, finalement, on a quand même gardé la systématisation, hein, qui fait penser à ça. On répète, on crée des automatismes. Donc, qui est quand même, qui fait ses preuves au cours d'une UD, pour ceux qui les pratiquent. La pratique, vous savez bien à quel point il est important de répéter et répéter. Donc, on ne va pas non plus nier les apports de cette théorie-là. Les erreurs. Alors, le statut de l'erreur à cette époque était considéré comme des bugs du système qui fonctionnait pas. Il y a quelque chose. Normalement, si on répète, le stimuli obtient toujours la même réponse. Bon, il manquait peut-être un peu de considération personnelle, psychologique, justement, finalement. L'apprentissage par essai-erreur était privilégié et il indiquait aux élèves d'ajuster leur comportement. Mais la réponse incorrecte ne servait pas vraiment de base à une exploration plus approfondie. Donc, suite au behaviorisme, on a eu à la fin des années 50, le cognitivisme plutôt, en réaction, c'est-à-dire que désormais, l'accent était plutôt mis sur les processus internes d'apprentissage, plus les comportements, mais plutôt l'idée qu'on allait rentrer dans cette boîte noire qui était le cerveau, essayer de comprendre les mécanismes, les processus cognitifs. Et donc, l'apprenant devient un processeur d'informations qui met en œuvre des stratégies pour les comprendre. Donc, beaucoup de réflexions, d'hypothèses. Il commence à être actif face à l'acquisition de ses connaissances. Il réfléchit dessus. On ne lui donne pas que de l'extérieur. Le professeur conserve sa figure de transmetteur ou transmettrice de savoir. Il guide tout de même, anime, régule et remédie. Donc déjà, on avait cette idée de remédiation. Et la motivation de l'élève est plutôt intrinsèque, c'est-à-dire que, bon, il a intérêt d'apprécier l'étude des langues parce que c'était quand même peut-être un peu beaucoup de cours magistraux, d'acquisition de connaissances et on remplissait un peu la boîte noire, justement. Mais sur ces étapes de finalement de mise en hypothèse de ce qu'on peut voir, penser à l'unité didactique, dans les étapes de compréhension, on a besoin d'effectuer des hypothèses aussi dans le repérage et la conceptualisation. Donc, c'est quand même un héritage aussi, on pourrait dire, de cette théorie d'apprentissage. Et l'erreur est considérée comme un indicatif du processus cognitif. Donc là, on l'intègre complètement au processus d'apprentissage. Ça y est, on y est. Euh, Au-delà du manque de connaissances, évidemment, l'erreur aussi va manifester le manque de connaissances de la part de l'élève. C'est donc une source d'information qui conduit à une étape de réflexion sur pourquoi on a fait cette erreur. À partir des théories constructivistes et socio-constructivistes, donc dès les années 70, initiées notamment par Piaget, il considère l'erreur comme un déséquilibre ou un conflit cognitif qui pousse à réaccommoder ses connaissances. Avec ce déséquilibre aussi affectif, finalement, où on se sent mal, on se sent pas forcément bien, et donc l'idée, c'est que la construction des compétences de l'élève passe par son implication active en réorganisant, en restructurant, puis en réinvestissant ses connaissances dans une nouvelle situation. La fameuse zone proximale de développement de Vygotsky, qu'il a donc mis en place et dont on parle avec une certaine récurrence. Donc, c'est-à-dire, rappelez-vous, c'est de donner quelque chose qui est similaire, mais juste un tout petit peu plus difficile. D'accord? Au lieu de faire un grand pas, on va faire des petits pas et on avance comme ça. De plus, pour le socio-constructivisme, il y a un ajout de l'importance des interactions sociales dans l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est pas juste l'étudiant avec lui-même, mais plutôt on apprend
grâce aux échanges entre pairs, avec l'enseignant, le travail en groupe, la réalisation de tâches, etc. Donc, il y a un engagement et une motivation qui sont aussi portés par ce travail en équipe, par l'aspect social de l'apprentissage. Et là, on voit bien où s'insère notre approche communicative et actionnelle avec l'utilisation depuis la communicative de documents authentiques, d'articles, des nouvelles sur les informations, de pages web. Et si on réfléchit un peu à l'unité didactique, c'est plutôt la phase de réemploi ou de production finale, la réalisation de tâches également dans l'approche actionnelle de l'unité didactique qui renvoie à cette réalisation en groupe. L'erreur est perçue comme un passage obligé. Alors là, on est complètement d'accord, c'est normal. Et ça donne l'occasion de réajuster ces schémas cognitifs. Elle fournit des éléments clés pour réfléchir à plusieurs. Donc, ce fameux travail, on en reparlera évidemment, entre pairs, par groupe, etc. Ce travail collectif. Elle est corrigée par soutien social quand elle perturbe la communication. Là aussi, voir est-ce qu'on va vraiment stopper et s'arrêter sur chacune des erreurs ou bien prendre comme critère la communication en premier. Vous avez un petit schéma récapitulatif c'est plutôt pour vous présenter, si vous ne le connaissiez pas, Jean-Pierre Astolfi. Alors, j'ai pris ça du dernier ouvrage de 2024, mais c'est faux, cet ouvrage, c'est la 14e édition. Monsieur Astolfi est décédé il y a 15 ans. Donc, en fait, c'est vraiment un livre, je vous en reparlerai à la fin dans les sources, enfin, vous aurez la référence. C'est enseigné par l'erreur, ou l'erreur pour enseigner. Voilà le livre, mais la première édition est de 1991, donc 14 éditions qui sont à chaque fois réajustées. En tout cas, on passe plutôt de cette idée de la faute avec les modèles transmissifs où le professeur est central et d'où tout part du professeur à plutôt une idée d'erreur simplement. D'accord? Et donc, on enlève cette charge mentale, cette charge psychologique à l'idée de faute en mentionnant l'erreur. Donc, je vous conseille d'ailleurs de ne plus utiliser le terme faute pour enlever cette charge. On continue un petit peu. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la variation linguistique, parce que ça, c'est quand même intéressant à observer. Est-ce que on est sûr finalement des fois qu'il s'agit bien d'une erreur ou bien est-ce qu'en fait il s'agit de la variation linguistique? Parce que c'est quoi une erreur? Et pourquoi c'est essentiel d'avoir la conscience de ce qu'est la norme? Donc, je vais vous donner quelques pistes, vous pourrez explorer évidemment. Mais quand on parle de la définition de l'erreur, donc le Centre national de recherche textuelle et lexicale, voilà, j'ai réussi. Donc, vous avez ce dictionnaire en ligne qui est vraiment une mine d'or pour les chercheurs d'ailleurs aussi. Action d'errer, ça et là, parcours sinueux, imprévisible. Donc, on erre, on tente, non? On sent le tâtonnement. Errer vient du latin errare, qui signifie s'écarter, s'éloigner, et pas d'éloigner, s'éloigner de la vérité, se tromper. Vous voyez, j'ai fait une erreur. Le dictionnaire Le Robert en ligne nous parle d'une chose fausse par rapport à une norme. Donc, il y a déjà l'idée de cette norme, différence par rapport à un modèle ou au réel. C'est ça la norme. C'est un modèle. On va avoir un modèle de référence. Et le dictionnaire pratique de didactique du FLE de Jean-Pierre, encore un Jean-Pierre Robert, l'erreur est un écart par rapport à la norme. À nouveau, il est associé à faute qui a une connotation péjorative, et donc ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ceci étant, la notion d'erreur, elle n'est pas évidente, puisqu'on se rend compte qu'il faudrait d'abord définir ce qu'est une norme. Donc, quelle est la norme de référence? Est-ce que le rapport à la norme est complexe? Parce qu'en fait, il est souvent inconscient, on ne se rend pas compte. Une norme est toujours relative à un modèle à imiter. Mais c'est quel modèle que nous imitons, vous imitez en tant que professeur? C'est quoi votre référence? En fait, la norme linguistique, elle est souvent celle de la langue de référence et elle évolue dans le temps. Elle est souvent la langue de la classe dominante. L'histoire de la langue française a commencé, on va dire, à être avec cette norme et ce carcan, on pourrait dire aussi, au XVIIe siècle. Avant, eh bien, on pouvait inventer des mots, les emprunter de l'italien, d'autres langues, et puis Rabelais et d'autres auteurs de l'époque transformés, étaient vraiment très créatifs avec le lexique du français. Ensuite, au fil du temps, en particulier depuis même, on va dire, la Révolution française et après, on a imité la langue des bourgeois
qui se rendaient pas compte qu'ils imitaient la langue du roi antérieurement. Donc, c'est assez intéressant et même paradoxal puisqu'on parle de la Révolution. Bref, si on revient au XXe siècle, c'est la langue des médias qui a prédominé ou la classe dominante également, à savoir, toujours pareil, les classes bourgeoises et en particulier de Paris. Donc, cette langue de référence, elle est souvent concentrée à Paris. Euh, des classes bourgeoises. On ne peut pas séparer, si je dis Paris, il y a beaucoup de milieux sociaux différents, mais voilà la combinaison qui fait office en fait de référence aujourd'hui. On comprend donc qu'elle change selon le milieu social, parce que ces mêmes personnes, peut-être qu'entre amis, ils diront plutôt qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va pas au cinéma, non, on va pas, et pas on ne va pas, ou nous n'allons pas au cinéma, n'est-ce pas? Donc il y a des manières de parler qui vont vraiment être tout à fait propres au contexte dans lequel on va parler. Donc, qu'est-ce que vous décidez, cher professeur, chers collègues? Vous allez décider la norme, de vous limiter à la norme des manuels. Vous pouvez. Je veux dire, on n'a pas forcément le temps de faire des recherches étendues, mais au moins ayez conscience de ce que vous faites. C'est surtout ça. De l'Académie française, alors il y a très peu de linguistes dans l'Académie française. L'Académie française est décriée par les sociolinguistes et elle représente plutôt un carcan de la langue. À vraiment essayer de, avec cette idée du purisme de la langue. Donc vous avez compris quelle est ma position par rapport à ça. Donc, vous êtes maître de votre choix s'il est justifié. Si c'est, ben non, mais moi, j'ai pas le temps de préparer mes propres documents, je suis les manuels et voilà. Vous pouvez mettre un peu de votre sauce aussi. Vous pouvez dire aussi, ben moi, je suis prof débutant, j'ai pas le temps. OK, tout se vaut. Si vous êtes prof confirmé et que vous voulez de nouveaux défis, allez-y, peut-être que vous les relevez déjà. Alors, l'idée donc, c'est de prendre conscience de son rapport à la norme. Peut-être que là, vous avez déjà commencé à réfléchir à tout ça. Déconstruire son hypernormativité qu'on a généralement, pas tout le monde, mais c'est intéressant à observer, et décider de quelles normes on va adopter. On va voir à quoi je fais référence avec les idées et l'explication sur la variation linguistique. C'est une théorie fondatrice en sociolinguistique. Toute langue est soumise au phénomène de la variation. Elle change en fonction de l'époque, de l'espace géographique. On a déjà parlé de ça, d'un individu à un autre aussi, social ou diastratique, et au sein d'un même individu, selon qu'il s'agit d'une conversation plutôt formelle, informelle, à l'écrit ou à l'oral. Donc, tous ces paramètres vont faire qu'une même personne, vous parlez différemment l'espagnol selon les circonstances, vous parlez différemment le français selon les circonstances. Mais alors, qu'est-ce qu'on enseigne à nos élèves? Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que euh, les erreurs, on va voir le lien qu'il y a. Je pense que c'est déjà dans les affectations du discours. Alors, variation énorme, petit résumé peut-être avant. Donc, l'idée du bon usage prescriptif est tout à fait hiérarchisant. Et il laisse, grâce à cette idée de variation linguistique, il laisse la place à la vitalité de la langue, dans sa diversité des usages réels. Et là, on parle du coup de richesse linguistique. En fait, c'est ça la diversité linguistique interne d'une même langue. C'est que on peut admettre différentes manières de parler. Il n'y a pas forcément une hiérarchie, puisqu'on utilise tous différentes manières de parler. L'affectation du discours que vous pouvez relever. Alors là, on va plutôt penser je vous ai mis des exemples qui sont plutôt en lien à la variation géographique. Si vous dites à un élève quand il dit oui, j'ai visité ma grand-mère ce week-end, que c'est une erreur par rapport à la norme du français de référence, du français standard, du français de France. Parce que visiter quelqu'un, on peut le dire au Canada. Si sur le modèle de boulangerie, pâtisserie, on a une essencerie, un poste à essence en France, mais sachez qu'au Tchad et au Sénégal, on le dit comme ça. Donc en fait, au Tchad, ça sera une erreur de dire poste à essence, ou alors on se fera traiter de petit français. D'accord? Donc l'idée, c'est que on peut pas tout savoir, certes, mais peut-être parfois d'avoir cette curiosité de regarder, alors je vais vous donner des outils, hein, vous inquiétez pas, je ne laisse pas tout seul, là, c'est pas évident. Ça dépend de notre parcours, de nos voyages, de nos rencontres. On est plus ou moins sensible à tout ça. C'est comme sur la prononciation. Alors moi, je suis du sud de la France. Je distingue brun et brun. Est-ce que je vais embêter mes élèves à distinguer parfaitement ces deux sons? Ou bien je vais leur signaler. Alors c'est ça. Peut-être leur signaler et leur expliquer. Alors sachez que au Canada et dans le sud de la France, on distingue ces deux phonèmes qui sont pertinents donc dans ces régions du monde entre un et un. Maintenant, ça, c'est au niveau de l'écoute peut-être, et en termes de production, ce qui y arrive très bien, mais je ne vais pas passer trop de temps. J'ai mon programme à faire et peut-être que je vais passer à des choses qui demandent plus de détails
au lieu de simplement m'acharner à faire en sorte qu'ils puissent prononcer ces deux sons. J'ai pris cet exemple, j'aurais pu prendre parfaitement l'exemple de et est, cette distinction. Alors, vous allez dire, oui, mais dans les manuels, oui, mais dans les livres de phonétique. D'accord. Mais est-ce que c'est pertinent de l'enseigner, vous? Sachez que dans le sud de la France, on va dire, il est près d'ici, je bois du lait. Enfin, je bois pas de lait, en fait. Donc, cette idée de lait et de près, eh bien, ça va dépendre d'où vous êtes. Donc, si pour vous, c'est déjà complexe à enseigner cette distinction, sachez qu'elle n'est pas forcément pertinente. À moins que vous prépariez des étudiants et étudiantes qui vont partir vivre au Canada, auquel cas on distingue le et le est au moment de conjuguer, par exemple, le conditionnel et le futur. Alors, je sais plus lequel est lequel, justement, puisque ça fait pas partie de ce que j'utilise moi. Mais dans ce cas-là, vous voyez que c'est quand même très circonscrit. Donc, dans certaines régions du monde, oui, on va effectuer cette distinction-là entre et est. En général, on utilise la loi de position pour expliquer la distinction. La diphtongue, est-ce qu'on va je travaille beaucoup, vous l'aurez peut-être compris, avec un public qui est en contact avec des Canadiens. Et donc, j'entends souvent pause, chose, je le fais très mal, je ne sais pas imiter. Mais est-ce que je vais dire à mes élèves, non, on dit pause, chose, le français de France qui est très tendu, en français de référence, en français standard. Je peux leur signaler, mais c'est pas une erreur. Et puis, ça devient aussi un choix personnel. On va laisser le choix peut-être aux élèves, après leur avoir expliqué la différence, mais ils décideront s'ils veulent parler comme leurs collègues qui sont canadiens, ou s'ils veulent plutôt, parce qu'ils vont finalement faire un master en France ou je ne sais quoi, à ce moment-là, leur laisser le choix aussi de décider ce qu'ils veulent dire. Mais nous, en ayant cette conscience que la prononciation, eh bien, finalement, elle est aussi, elle varie évidemment. Ça, c'était les deux traits les plus saillants. Mais figurez-vous qu'il y a aussi la morphosyntaxe. Aller au docteur, est-ce que c'est vraiment une erreur rédhibitoire? Est-ce qu'il faudrait pas plutôt enseigner les conjugaisons au subjonctif, passer du temps dessus, que corriger avec acharnement, aller au docteur? On l'entend combien de fois? Donc la sociolinguistique dit ce qu'on entend, ben, ça veut dire que ça existe. Est-ce qu'on dit ça? Ben oui, si les gens le disent, c'est qu'on le dit. Voilà. Vous pouvez également entendre je vais chez mon ami. Alors, évidemment, là aussi, à vous de dire, bon, en français standard, on dirait je vais, parce que je vais a une connotation. Expliquer les implications, une connotation régionale, peut-être de Bretagne, ou plutôt aussi de la campagne, ou voilà. En tout cas, ça fait référence à quelqu'un peut-être qui a fait moins d'études. Voilà. On peut grosso modo expliquer tout ça. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'on ne dit pas comme ça? Pour avoir une idée, c'est compliqué de savoir, vous avez le dictionnaire des francophones. Il est gratuit, c'est dictionnaire-des-francophones.com. Bon, vous le trouvez facilement sur Google. Depuis 2021, il existe en ligne. C'est gratuit. Vous avez la grande grammaire du français qui admet toutes ces variations linguistiques. Et vous verrez écrit des je vais chez mon ami qui explique la connotation également. Alors là, vous avez un essai gratuit sur une période, après c'est payant. Mais c'est quand même intéressant d'y jeter un œil et surtout de voir que, par exemple, la grande grammaire du français, ça fait 20 ans c'est le produit de réflexion et de recherche de 20 ans, enfin, depuis 20 ans. Et donc, que des linguistes, des professeurs, etc., des chercheurs se sont impliqués et décrivent la langue telle qu'elle est. Donc, en avoir conscience, c'est important, c'est le premier pas, pour s'en expliquer les implications ou en expliquer aux élèves les implications, et puis vous déciderez par rapport à la norme choisie. Toujours pareil, en conscience. Voilà. J'ai fini sur cette partie. Il y a un thème essentiel quand on parle d'erreur, c'est celui d'interlangue. Vous êtes peut-être familiarisé avec lui. Et notamment Selinker qui nous a, alors j'ai oublié Corder apparemment, The Significance of Learner's Error, ça c'est Corder en 1967 qui a permis à Selinker en 72 de nommer ce terme, l'interlangue. Il faut comprendre ces erreurs comme faisant partie d'un système linguistique temporaire évolutif et qui est transitoire entre la langue maternelle et la langue cible. Ils vont pas rester, vous voyez bien, c'est pour ça qu'on a différents niveaux, différents paliers, les A1, les A2 notamment, ça en est une exemplification. Donc, dans cette interlangue qu'utilise chaque élève, et ils n'ont pas tous la même, ça va dépendre de chaque étudiant, même s'ils sont dans la même classe, ils n'ont pas forcément, et c'est évident, ils n'auront pas la même interlangue, l'influence prépondérante de la langue maternelle et peut-être même d'autres langues étrangères déjà apprises. Je suis 15 ans. Non, ça c'est pas l'espagnol, hein, on est d'accord, c'est plutôt l'anglais.
Ce qui est intéressant à observer, c'est que cette interlangue, elle admet quand même ce rapport à la langue maternelle. Souvent, vous avez pu entendre, je ne sais pas si c'est ce que vous pensez ou ce que vous avez entendu, de surtout, il faut penser dans la langue cible. Mais comment? Si moi je suis française, comment je vais penser quand j'apprends l'espagnol ou le japonais? Comment je vais penser en japonais? Bref, c'est toute cette idée, c'est normal, on va structurer par rapport à notre propre langue. Cette interlangue constitue un système cohérent malgré les erreurs observables. Mais ça a toujours un système cohérent. Il y a toujours une explication. Pourquoi l'élève se trompe à tel moment? Peut-être même c'est parce qu'il est fatigué. Ou bien c'est par rapport à sa langue maternelle dans bien des cas. Donc, il s'agit d'un continuum entre quelque chose qui est inacceptable, ou plutôt j'aurais dû dire même incompréhensible, vers l'acceptabilité des énoncés. Dit cela, nous allons passer à la partie qui, je pense, est plus pratique, après avoir posé ces jalons théoriques, mais quand même très importants, puisque ça sous-tend toutes les réflexions. Donc, l'analyse et le traitement de l'erreur en FLE, tout d'abord, eh bien, quelle typologie adopter? C'est-à-dire, comment on va classer ces erreurs? Ça va nous aider à y voir plus clair. Les tenir en compte et en avoir conscience sera finalement une opportunité pour nous, professeurs, de corriger ou de pas corriger avec pertinence et d'en ajuster son traitement, c'est-à-dire le comment qu'on verra après. Donc, dans les types d'erreurs, vous avez, selon l'aspect de la langue touchée, alors voilà, il y a différentes typologies, hein. Je vous laisse les observer. Celles qu'on a en tête typiquement, ça peut être aussi s'il s'agit d'un ajout, d'une substitution, d'un échange, hein. Je pas le crois, je le vais dire, hein. Typique, je ne sais, c'est ça. Alors là aussi, vous voyez, moi j'explique aussi à mes élèves, et puis je fais un peu le pitre, dans le sens où je ne sais, c'est très littéraire et ça fait appel à un autre âge peut-être, non? J'avoue que je leur enseigne plutôt, je sais pas, sans le nœud d'ailleurs. Voilà. Donc le degré de gravité de l'erreur aussi, est-ce que ça limite la communication ou pas, en tant qu'approximation de contresens total? Est-ce qu'il s'agit également de fossilisation? Est-ce que c'est une erreur occasionnelle, etc. Et Astolfi, lui, a préféré établir une typologie à partir des causes. Donc, je me suis inspirée de ce qu'il a fait et je vous propose des causes, voilà, qu'on pourrait imaginer. Alors, je les répartis en trois sections de la part de l'élève. Donc, par exemple, un mauvais décodage des attentes. C'est-à-dire, en fait, cet élève ne sait pas vraiment ce qu'on attend de lui. Est-ce que c'est de prendre la parole? Est-ce que le contrat pédagogique a été clair? Voilà, peut-être il ne sait pas. Lui, il n'a pas compris. En tout cas, ce jour-là, il était absent, il ne sait pas. L'absence ou seulement de mauvaises stratégies, surtout dans la compréhension. Est-ce qu'il y a des interférences liées à ça, langue maternelle? Le je suis fini, non? Je vous ai déjà donné un exemple tout à l'heure. Le tu m'écoutes au lieu de tu m'entends pour la partie des interférences peut-être. La prononciation de toutes les lettres, bon. Mais aussi la part de l'enseignant. Peut-être que nous, on donne quelque chose de trop difficile ou de trop facile, que la zone proximale de développement, elle est trop éloignée et donc c'est un mauvais calibrage. Se remet en question. Et puis c'est pas grave, on peut se tromper, surtout quand on apprend, n'est-ce pas? Sinon, peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment insisté et mis en place des activités pour instaurer un climat de confiance soit propice aux échanges et à l'apprentissage. Ou que notre contrat pédagogique, il n'est pas clair ou inexistant même. On n'aura jamais dit aux élèves ce qu'on attend d'eux. Ou bien des deux parts, la compréhension des consignes, avec un problème de formulation de notre part ou l'élève en face qui comprend pas bien ce qu'on dit. Une mauvaise application de la règle. Il surgénéralise, alors ça c'est très mignon, le éléphant, le œil, n'est-ce pas? Parce que c'est un œil. Et comme le schéma typique le schéma syllabique du français, c'est chaque syllabe comporte de préférence une consonne pour commencer, puis une consonne voyelle, eh bien, l'enfant qui ne sait pas encore l'orthographe, et qui ne sait pas lire, il va découper comme c'est à l'habitude. Les chevals, vous disiez. Bon, voilà. Ou manque de systématisation des structures. On n'a pas assez travaillé un thème. Donc peut-être c'est à nous à revenir dessus. Ou alors, surtout à l'occasion de tâches, d'opérations plus complexes, où il faut penser à la prononciation, à la grammaire, aux conjugaisons, au vocabulaire, etc. Il y a une surcharge cognitive.
d'accord? Qui peut aussi être dû à la fatigue, au stress, à l'inattention, etc. Alors, ce que je vous demande pour les prochaines minutes, ça va être d'écrire dans le chat quelle médiation, ou plutôt remédiation, pourriez-vous imaginer? Donc, vous n'êtes pas obligé de faire tous les numéros, vous pouvez en faire juste un. En tout cas, que considérez-vous être, ou par rapport à votre expérience, être utile, pertinent par rapport à ces différents problèmes, à ces différents types d'erreurs? Qu'est-ce que vous proposeriez, vous, dans vos classes? Je vous laisse utiliser le chat et je vous lis pour les prochaines minutes. Et en attendant, je lis vos commentaires. Alors, si vous travaillez avec des personnes du monde entier, c'est d'autant plus intéressant de montrer la diversité, la richesse linguistique. Vous n'êtes pas obligé d'y passer une heure complète. Vous voyez, j'ai mis 5 minutes à vous évoquer ça, non? Karine, on te demande de répéter la question, s'il Oui, te je suis en plaît. train de voir. L'idée, c'est vous, par exemple, s'il y a un mauvais décodage des attentes, ou donc la numéro 1, ou peut-être une plus facile serait euh, la numéro 7. La compréhension des consignes est mal faite. Donc là, ça tient autant de la part du professeur, et de l'autre, ça tient peut-être aussi d'une part de l'élève qui ne sait pas bien lire la consigne. Comment vous pourriez remédier à cela? Qu'est-ce que vous faites en cours? Je suis sûre que ça arrive. Donc non, elle est très spécifique la question. C'est comment, quelle solution vous apporteriez à ce type d'erreur? Choisissez-en une ou deux parmi les 9. Oui, Pierre, exactement. Reformuler, utiliser du vocabulaire transparent, mimer. Reformuler soi-même ou par des pairs d'ailleurs. D'accord. Donc ça, c'est... Mettez le numéro si vous voulez pour savoir à quelle question ou à quel type d'erreur vous apportez une remédiation. Ouais, et on dit pour le numéro un, demander à ou des élèves d'expliquer la consigne, par exemple. Tout à fait, exactement. Donc Lydia nous dit, voilà, une autre élève qui reformule. D'accord, donc je pense que le numéro 7, c'est bon, on l'a fait. Le numéro 3, qu'est-ce que tu dirais, Maria Guadalupe? Interférence liée à l'apprentissage. Comment vous remédiez? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? OK. Alors là, par exemple, je me rends compte que peut-être ma formulation est trop complexe parce que je n'obtiens pas la réponse attendue. Je me remets en question. Merci Eva. Voilà, tu me donnes espoir en imaginant que c'est possible. Donc pour les interférences, numéro 3, Eva propose, je reformule. Tu reformules vraiment? Je suis fini, donc tu vas apporter la correction, dire, ah, j'ai fini. D'accord. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de leur demander d'où vient cette erreur? Pourquoi vous avez dit je suis fini? De les faire réfléchir. Ah, mais oui, c'est sûrement à cause de l'anglais. Donc, la reformulation, d'accord. Mettez les numéros, hein, sinon je ne sais pas. C'est vrai que c'est très général si vous me répondez. Voilà, pour vérifier, merci. Numéro 7, la compréhension des consignes. Utilisez des mots, d'accord, ça on l'a déjà dit. Très bien, ok. Bon. Pour la numéro 8, je vais vous donner un exemple. Mauvaise application d'une règle qui passe par une surgénéralisation. Les chevals. Eh bien, on va faire peut-être expliquer cette exception. On va effectivement admettre que le français est quand même bien compliqué et qu'il y a des irrégularités, il y en a plein, dans les pluriels, la formation du pluriel. Pour la numéro 3, la répétition de l'élève, de se rendre compte de son erreur. Oui, tout à fait, c'est ça, Ray. La répétition pour les interférences, faire répéter l'élève, qu'il se rende compte de cette erreur, le corriger, mais se rendre compte, disons concrètement, c'est peut-être, ça passe peut-être par le fait qu'ils disent d'où vient son erreur. Ils pourraient travailler en équipe aussi, essayer de savoir. Peut-être même de faire la liste de toutes les erreurs habituellement calquées sur l'anglais. Alors là, on a je suis fini, je suis fin, je suis 15 ans, et on y va. Et donc là, on peut aussi focaliser l'attention sur ce type d'erreur.
On va terminer avec Olga, la numéro 5, qui est le manque de climat de confiance. Donc, pardon, j'ai perdu le chat. Fait réfléchir que même la langue maternelle, oui, même dans sa propre langue maternelle, on fait des erreurs et cela n'empêche pas la communication ni l'amélioration des formes d'expression. Tout à fait, ça peut passer également par un petit discours. Ou bien même vous, quand vous faites une erreur, le trouver et l'utiliser comme prétexte pour montrer l'exemple et expliquer que c'est pas grave. Oui, tout à fait. Alors, on avance. Après les causes, l'analyse. L'analyse des erreurs passe par un diagnostic et une interprétation de ces erreurs. C'est forcément subjectif de votre part. Ça dépend de la connaissance des profils de vos apprenants, c'est-à-dire leur niveau, mais aussi leur personnalité. Est-ce que vous allez traiter une erreur de la même manière selon que vous avez une personne qui est très timide, très réservée, ou une personne qui prend facilement la parole et qui est habituée à parler beaucoup? Voilà. Ça va aussi dépendre de la coopération entre les élèves. Donc le fameux climat de confiance est essentiel. Des objectifs pédagogiques visés. Si on est au niveau débutant et qu'ils vont dire je voudrais que tu vas, je voudrais que tu vas, que tu viens à la fête avec moi. Bon, ben, peut-être qu'on va laisser passer cette erreur. On n'est pas encore à ce niveau. Et ben, évidemment de l'expérience de l'enseignant ou de l'enseignante. On se trompe toujours. C'est vraiment les années qui passent, l'expérience qui nous aide beaucoup à se rendre compte en fait de ce qui fonctionne le mieux, etc. Nous aussi, on fonctionne par tâtonnement. Donc, avant l'erreur, les questions qu'on pourrait se poser en amont, c'est ben, aussi avoir présent à l'esprit pourquoi on corrige, dans quelle intention. Est-ce que c'est corriger pour corriger? Quels sont les objectifs pédagogiques à la clé? Est-ce que c'est seulement pour me donner bonne conscience? Est-ce que c'est une évaluation formative? Ou est-ce que là, je les prépare pour un examen? Bref, donc toutes ces questions aussi sont intéressantes à se demander, à se poser, pardon. Et aussi de savoir si là, ce que je veux, c'est peut-être plutôt favoriser la prise de parole, parce qu'ils ont du mal à parler. Pour ce qui est au moment de l'erreur. Donc là, un petit schéma pour les filtres d'analyse. Alors, c'est vraiment inspiré de ce que je peux mettre en œuvre et de ce que je peux voir aussi, ce que j'ai pu lire dans différents articles, mais peut-être que ça fera l'objet d'un partage à la fin dans la section des questions-réponses. Donc, ces filtres d'analyse, le niveau de l'erreur par rapport aux objectifs et quel type d'erreur qu'elle cause. Donc, tout ce qu'on a dit précédemment. Donc là, moi, je vais sélectionner les erreurs à traiter. Je ne vais pas toutes les corriger. Je me pose aussi la question, est-ce que c'est moi? Et soyez indulgent envers vous-même. Si vous n'êtes pas indulgent envers vous-même, alors attention, hein, indulgent, ça veut pas dire être laxiste. C'est pas ça. Indulgent, ça veut dire être conscient qu'on peut se tromper, hein, que errare humanum est finalement, et que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Donc, qu'est-ce que je décide si c'est moi le problème? Est-ce que j'arrête l'activité ou est-ce que je la modifie sur le moment pour l'adapter au niveau? Ça peut être le cas. Ensuite, à partir de cette sélection des erreurs, je vais voir qui a besoin d'être corrigé. Est-ce que c'est vraiment une personne ponctuelle ou est-ce que c'est l'ensemble de la classe? Parce que la réaction que je vais avoir va être différente. Elle va conditionner le traitement de l'erreur. Je ne vais pas le faire de la même manière. Donc, le rôle central de l'enseignant qui identifie les erreurs, les contextualise, les hiérarchise selon leur importance, quitte à en laisser passer, j'ai donc dit, choisissez vos batailles. On choisit, c'est nos batailles, vous savez bien. Je suis heureuse. Oui, je l'ai ajouté, je pense, tout à l'heure. Parce que j'ai eu une étudiante ce matin qui m'a dit, on est en plein subjonctif là, c'est difficile. Je suis heureuse que les personnes soient fières de ses réussites. Alors elle a dit soit. Attendez, je vais arrêter. C'était sur une activité de production orale guidée. Donc, est-ce que je vais l'arrêter? Et attention, c'est parce que ses réussites, c'est niveau 1, ça serait leur réussite. Mais non, je la laisse parler, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, on doit planifier le traitement de toutes ces erreurs. Comment traiter ces erreurs? La démarche générale. On s'était arrêté là. Dans la hiérarchisation, les erreurs entravant la communication. À quelle étape de l'UD je suis? Est-ce qu'en compréhension, sur des réponses à des questions de compréhension, est-ce que je vais vraiment être tatillonne sur la justesse de la formulation? Peut-être pas.
Dans l'étape de repérage, conceptualisation, je vais peut-être même, si c'est des niveaux débutants, et comme on est dans un contexte où, a priori, tout le monde parle espagnol dans la classe, je vais peut-être même leur demander de le dire en espagnol. Si on est à l'étape de systématisation, je vais définitivement corriger les erreurs qu'ils sont en train de faire sur la structure qu'on est en train de voir. Par exemple, là, si je parle du subjonctif, je vais tout le temps corriger leur subjonctif, puisque c'est ce qu'on travaille. Mais je vais laisser passer les autres. Et à l'étape de réemploi et de production, ben là, on a ce critère numéro un qui concerne la communication. Enfin, selon le type d'évaluation que vous êtes en train de mettre en place, est-ce qu'il s'agit d'une évaluation formative? Et dans ce cas, je vous dirais, ne notez même pas. Ne mettez pas la pression. Peut-être que vous les préparez et donc, dans ce cas, laissez l'évaluation sommative avec sa pondération, appliquer le couperet ou le coupe-coup de ça passe ou ça passe pas. Mais dans les évaluations formatives, eh bien, on va peut-être aussi là vraiment choisir dans la taille. Alors, important, le qui et le quand. De manière plutôt simultanée, il faudrait mettre en correspondance les moments et les qui. Donc, cette idée de choisir ses batailles selon le niveau, le thème du cours, le moment de l'UD, la récurrence de l'erreur, etc. Est-ce que c'est un geste, un son? On a tous nos petits trucs avec les gestes et les sons. Est-ce qu'on le diffère après avoir fait les exercices, juste le jour de la classe, ou une nouvelle séance, ou suite oui, aux exercices qu'on a laissés, ou à la fin de la séquence didactique en cours, ou à la fin de l'heure, je sais pas. Qui corrige? Est-ce que c'est de l'autocorrection, les pairs ou en équipe? Alors, moi, j'avoue que je vais vous parler tout à l'heure en particulier de la... Enfin, je vais vous exposer une manière de corriger en prononciation. Mais j'avoue que pour ce thème, il y a tellement de poids psychologique sur la prononciation. Alors là, c'est des sons qui vont être pertinents. Là, je parle peut-être de paire minimale. Je parle pas encore, je parle pas pour le moment, dans cet exemple, ni de prosodie, ni de ce qui a trait au rythme, etc. Non, là, je parle plutôt des sons en eux-mêmes. J'avoue que ce que j'observe, c'est qu'il vaut mieux dédramatiser et surtout ne pas pointer l'attention sur un seul élève. Même si vous entendez qu'il y en a un qui a une erreur, faites un conseil peut-être, faites travailler toute la classe. C'est tellement déstabilisant. Vous voyez, il y a des élèves bon, qui s'en fichent, hein, il y en a de tout, mais il y en a qui sentent vraiment cette pression ou qui ont pu sentir la pression. Donc, l'idée, c'est de développer des activités en sous-groupe et de travailler pour dédramatiser, rendre les choses plus légères, mais vous, vous êtes plus attentif à sa manière de dire. Ça peut être ça. Et de quelle manière on va intégrer ces règles? Est-ce qu'on va le dire explicitement, le faire dire par un autre? Donc, c'est ce que je vous disais, le qui corrige, ça va dépendre. Nous, les élèves. Est-ce qu'on le fait de manière inductive? Est-ce qu'on donne des pistes? Euh, Donc, je parle beaucoup de l'oral, hein, c'était l'objet du webinaire, mais je peux aussi parler, je vous donnerai un petit exemple à l'écrit, vous utilisez sûrement un système de code couleur. Et ce que j'aime bien, moi, dans cette manière inductive, c'est partir d'un corpus de réflexion que je peux noter au tableau, et alors on réfléchit ensemble. Et donc, je guide les élèves pour qu'ils décrivent petit à petit la règle. C'est bien le propre de cette manière inductive de faire découvrir les règles, qui, à mon sens, fonctionne bien pour réintégrer, pour mémoriser. Donc, il n'y a pas... toutes les combinaisons de ces paramètres sont possibles. À vous de voir. Et après, quand on a tout ça en tête, la remédiation, c'est la reprise pertinente des erreurs. Donc, il est important de distinguer la logique de remédiation. Quelle démarche on est en train de mettre en place? C'est une démarche formative ou bien c'est l'examen final? Donc, cette remédiation est l'occasion de mettre en place un dispositif de traitement des erreurs sur du long terme davantage. Du coup, de favoriser l'autonomie des élèves et donc leur motivation. Eh bien oui, parce qu'on les fait travailler en sous-groupe, on les fait travailler, peut-être on les fait réfléchir à partir de corpus, etc. Et l'idée, c'est que par la suite, suite à cette remédiation, on reteste les acquis une nouvelle fois. Cette remédiation également a la forme de commentaires positifs et constructifs. Donc la rétroaction, j'aime bien ce terme rétroaction parce qu'il y a une action. Positif, n'oubliez jamais de dire quelque chose de positif. Même si c'est truffé d'erreurs, peut-être une production écrite, il y a toujours quelque chose. Peut-être que la personne s'est organisée, elle a fait une introduction, elle a réussi à écrire la quantité de mots que vous aviez demandé. Il y a toujours quelque chose de positif à dire, c'est très important.
Euh, Elle a également cette remédiation, la forme d'exercices et d'activités complémentaires, et puis d'un nouveau test similaire à celui qui a été raté peut-être, ou un exercice que vous avez fait de manière plus ponctuelle, mais pas noté. Comme ça, il se reteste. Vous les préparez. Donc, en résumé, cette analyse permet d'identifier les erreurs. Et si on a un traitement, les différentes questions, qui, quand, à quel moment, la mise en place de la remédiation, s'agit-il de la méconnaissance de la règle? Est-ce que c'est l'étape de repérage? La conceptualisation est-elle, vais-je apporter une conceptualisation de type inductive? Le manque de pratique, dans ce cas-là, je vais apporter d'autres exercices. Ça peut être d'ailleurs à la maison si j'ai pas le temps. Je mets en place un système. On travaille tous un peu de manière hybride. Pour mes cours, même en présentiel, on a un dossier partagé. Et donc, je laisse plein d'exercices en autonomie. Et je dis pendant la classe, il faut que tu revoies ça. Il faut que tu revoies ça. Je pense que beaucoup d'entre vous le faites déjà. Ou sinon, ça peut être une idée, apprendre. Et donc, vous orientez les élèves. Ça vous permet d'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais à différencier les apprentissages. Donc, la pédagogie différenciée peut finalement être rejointe grâce à ce traitement des erreurs. Finalement, la difficulté à insérer la structure dans un contexte plus naturel, donc quand on parle un peu plus longuement, eh bien, dans ce cas-là, on va faire cette fameuse zone proximale de développement, reproduire une situation, un contexte proche. Je vous donne quelques exemples. Comme je vous ai dit, ça va durer un petit peu plus d'une heure. On a commencé aussi à 5, donc je vous préviens, il y en a encore pour 10 minutes. Alors, dans le cas, je vous donne des exemples d'erreurs typiques, vous les connaissez. Ce sont des exemples. C'est pour partager un petit peu, faire cette pratique. Ça donne toujours des idées. Vous pourrez d'ailleurs rebondir et me dire comment vous faites vous, quelque chose que vous observez qui marche bien. On apprend toujours. Moi, j'adore les propositions des collègues. Donc, le mieux et le meilleur. Quand vous posez votre diagnostic, vous comprenez bien que c'est une interférence de l'espagnol. Vous pouvez demander à vos élèves pourquoi vous confondez les deux. Ça peut aussi leur donner une piste d'aiguillage, ou un aiguillage plutôt. Donc, aussi un conseil, au lieu de dire qui ne sait pas, qui sait pas dans la classe, non, demandez qui sait. C'est plus facile de lever la main sur quelque chose qu'on sait que de lever la main sur quelque chose qu'on ne sait pas. Là, c'est un petit truc psychologique. De cette manière, vous pouvez établir deux groupes. Le groupe de ceux qui savent et donc par déduction ceux qui savent pas. Dans ce cas, peut-être que je vais laisser les élèves qui savent, peut-être 5 minutes, créer en petits groupes, en équipe de deux ou de trois, le plus de phrases possible avec mieux et avec meilleur. Et peut-être même faire un petit concours entre ces deux groupes de personnes qui pensent savoir et de voir qui a le plus de phrases correctes à la fin des 5 minutes. Pendant ce temps, qu'est-ce que je fais de l'autre côté de la classe? Moi, j'écris au tableau un corpus de phrases justement, où j'écris les mieux et les meilleurs. Bon, vous savez bien la différence entre l'adjectif, ou plutôt d'abord l'adverbe, puis l'adjectif. Donc, je fais petit à petit en sorte que mes élèves formulent leurs hypothèses et qu'ils puissent me dire, ah, ben c'est parce que c'est à côté du verbe c'est. Vraiment, non, c'est mieux de répéter au lieu de rien dire. C'est mieux de parler plutôt que de ne rien dire. Bref, donc petit à petit, on amène nos élèves donc, à ce qu'ils découvrent la règle grâce à des contre-exemples. Des fois, je vais en profiter pour rectifier. Peut-être que mon corpus n'était pas suffisamment complet et donc on ajuste. D'accord? On corrige au fur et à mesure. Donc, ensuite, quelque chose que je peux mettre en place également. Donc ça, c'est la méthode corrective pour sortir cette règle. Quand ils ont la règle, ça ne suffit pas. Ils ont compris. Je peux demander au groupe de ceux qui savaient de proposer la phrase et ceux qui ne savaient pas doivent dire si c'est correct ou incorrect. Et on justifie de nouveau à chaque fois. Donc comme ça, là, je réunis mes deux parties de la classe. Pour poursuivre, parce que j'ai toujours mon programme à faire, j'ai peut-être pas le temps. Si je suis en ligne, ben je les renvoie, ou même en présentiel, comme je vous disais, je les renvoie à la banque d'exercices que j'ai déjà préparée. Je peux également, sur le moment, parce que je suis très inspirée, leur donner des phrases en espagnol qui contiennent mejor. Et je leur demande de les traduire sur le moment. Ça peut être aussi comme ça. Je peux, si je suis en ligne, utiliser WordWall. Alors j'aime bien parce que c'est des exercices, vous connaissez sans doute ce site. Il y a plein d'exercices, il faut toujours vérifier parce que parfois il y a des erreurs. Bon,
Là, en l'occurrence, c'est gênant si c'est une erreur sur mieux et meilleur, donc il vaut mieux vérifier les 10 phrases proposées. Et c'est assez ludique, il suffit de choisir, donc on peut voter avec la classe, etc. Ou alors laisser également les exercices traditionnels en devoir, en photocopie si vous les avez déjà sous la main, ou le cours d'après, ça peut être ça. Et la prochaine séance, vous retestez. Alors vous retestez de la même manière, ça peut être avec Wordwell, par exemple. Moi, je le fais souvent comme ça. Et dans le flot de la parole, ça va aussi transparaître. Alors, le C et le Z, il est un petit peu plus long celui-ci, il est plus technique aussi. La partie de prononciation est un peu plus technique. Le fameux vous savez au lieu de vous avez. Donc déjà, pardon, je vois un petit peu. Au niveau du diagnostic, ça peut être lié à la réalisation, puisque, a priori, en espagnol, le son the n'existe pas. Je dis en apparence. Peut-être que c'est une erreur qui vient de la correspondance entre l'orthographe et la prononciation. À vous de voir, vous savez. Ou bien c'est un problème sur la liaison que l'élève ne sait pas dire la liaison, il vous avez même. Ça pourrait aussi être ça. Donc, il faut décortiquer en étapes pour éviter la surcharge cognitive. Moi, ce que je fais, je peux corriger sur le moment. Je fais ça rapidement, je vois, comme vous avez déjà expliqué tout à l'heure, en reformulant et je vois si mes élèves sont capables de le dire. Simultanément, en général, on entend. Et vous savez bien que sur ce genre de prononciation, ça va poser des difficultés. Alors, je leur montre le problème hein, entre vous avez l'heure, vous savez l'heure, dans ce cas, ça va. Mais dans d'autres cas, vous avez et vous savez, ce sont bien deux verbes différents, on dit deux choses différentes. OK. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt toute la classe pour éviter la tension sur une seule personne, même si j'en ai écouté que quelques-uns. Et ensuite, je les fais travailler plutôt en groupe et par paire avec un E. Petite erreur. Voilà. C'est le petit clin d'œil du webinaire. Donc, le quatrième point que je vous suggère, c'est peut-être de faire une correction différée parce que vous savez pas bien, il faut que vous vous informiez, vous n'avez pas les astuces encore, donc ben, c'est bien, tant pis. Ne passez pas trop de temps dessus, ça dure 3 minutes là. Si vous comprenez que la reformulation c'est pas suffisant, il va falloir insister, mais ça sera peut-être une prochaine fois. Pour le choix des techniques de correction, si vous avez vraiment du mal avec tout ça, il y a Podcast en français facile, le site qui, en général, corrige à partir de la méthode articulatoire et les oppositions phonologiques. Moi, j'aime bien, ça me donne des exemples, ça m'évite de parler. À un moment donné, ils entendent une autre voix aussi. C'est pas mal. Et vous avez également, pendant le cours, ces 4 méthodes. Alors, si ça vous intéresse, je pense qu'il y a un webinaire que j'ai déjà donné, je fais l'autopromotion, sur comment aider nos apprenants à corriger, donc sur le site de YouTube de l'IFAL. Euh, la méthode articulatoire, qui est donc basée sur l'émission des sons, les caractéristiques, ça demande de savoir tout ça. Alors on peut dire oui, le ce et le ze, si vous faites attention, testez d'ailleurs de l'autre côté de l'écran. Vous avez la langue qui touche, alors c'est un son apico-alvéolaire fricatif, mais on va pas dire tout ça, on va dire que, vous voyez la langue, elle touche juste au-dessus des dents, donc c'est la même son. Et alors, quelle est la différence si c'est au même endroit? Et donc là, on arrive sur l'opposition sourd-sonore, etc., en touchant les cordes vocales, ça vibre pas. On peut passer par là. Moi, j'avoue, je fais un peu de tout. C'est vraiment la cuisine, je teste ce qui va fonctionner ou pas. Des fois, pour certains, il y a une méthode qui fonctionne mieux que pour un autre. Donc, c'est ça aussi. La diversification, la méthode des oppositions phonologiques. Donc, je vous renvoie à ce webinaire. J'aime pas le poisson, j'aime pas le poison avec des images, discrimination, etc. La méthode verbotonale, oui, verbotonale, qui est basée plutôt sur l'écoute. La prononciation nuancée, la gestualité, la prosodie, les logatomes, les entourages facilitants. Alors ça, c'est plus technique, hein, sincèrement. Regardez les chaînes de Michel Billière, il donne des formations aussi, même gratuites sur FunMOOC. Et vous avez, par exemple, le fait d'introduire ce D qui nous fait apparaître le son qu'on veut. Vous êtes fatigué. Et vous allez voir, tester. Et naturellement, si on le dit rapidement, si on le dit lentement, ça marche pas. Mais en le disant vous êtes fatigué avec cette intonation comme ça descendante, les étudiants arrivent à dire le z. Voilà. Donc c'est le genre de magie qui se passe avec la méthode verbotonale. Et de là, ensuite, c'est répéter, évidemment supprimer le de, et vous arrivez à faire apparaître ce son. Il n'y a pas à utiliser la proprioception, donc c'est peut-être pas mal pour ceux qui ont du mal avec ce sens.
Et puis enfin, la méthode comparatiste basée sur les similitudes avec la langue maternelle ou d'autres langues étrangères. Par exemple, en espagnol, si vous dites rapidement desde postdata et es lo mismo, écoutez comme le son the apparaît. Ça fait toujours rire les élèves de savoir ça. Ah mais oui, même les nasales, il y en a en espagnol. Mais elles sont cachées, tous ces sons sont cachés. Donc ici, ça rassure. En fait, c'est du connu, c'est plus de l'inconnu. Et donc là, on peut aussi petit à petit travailler dessus en répétant des mots, en répétant des phrases, après avoir fait cette étape de discrimination auditive et cette production absolument orientée, guidée, pardon. Donc, la remédiation, elle a lieu au cours de la prise de parole. Ça peut être aussi, vous savez, vous avez cette technique sur WhatsApp. On l'utilise plus maintenant, on envoie des messages vocaux, mais avant, vous enregistriez votre voix et ça faisait la transcription. Il suffit juste de mettre cet enregistrement en mode français et vous faites comme si vous alliez envoyer un message à quelqu'un, même pas obligé de l'envoyer. Et donc, la retranscription vous dit si vous avez dit vous savez ou vous avez. Évidemment, il faut que le téléphone ait un bon micro. Même chose sur, j'ai oublié de le mettre, sur le dictation.io. Ça, c'est sur l'ordinateur, dictation.io, si quelqu'un veut l'écrire dans le chat. Là aussi, vous avez cette possibilité. Donc, vous dictez, et c'est un bon moyen, vous lisez, vous pouvez même faire la lecture, mais bon, là, c'est plutôt à ce moment-là la correspondance entre, pour travailler sur la correspondance son-graphie, ou vous parlez librement, vous dites à vos élèves de discuter, de parler, de raconter leur journée. Et donc là, ils vont voir ce que transcrit le micro, calibré sur le français évidemment. Donc c'est assez intéressant. Et puis vous avez également Vocaroo, pardon, il y a un R également. C'est pas Vocaroo, mais Vocaroo. Vous pouvez enregistrer, c'est un enregistreur en ligne qui vous donne ensuite un lien que vous pouvez envoyer. Donc, ça peut être, si vous travaillez en ligne, demander à vos élèves de coller ces enregistrements, ces petits liens, ou eux-mêmes se sont enregistrés sur une activité de production orale, par exemple. Ça marche beaucoup avec les élèves débutants parce qu'ils peuvent répéter en plus plusieurs fois. Donc, et vous pouvez leur dire ensuite, leur envoyer un message, tu peux répéter de nouveau. Évidemment, c'est chronophage, ça prend du temps. Mais je vous assure que c'est quand même des efforts qui peuvent payer. Côté socioculturel et sociolinguistique, pour donner quelques exemples de cette démarche de décentrement. Le fameux «je peux entrer». Alors, mon expérience est que quand un élève arrive en retard, il dit souvent «parce qu'au Mexique on fait ça», et le point au passage. Sauf que vous me direz, les francophones natifs ou ceux qui avaient vécu dans un pays francophone, euh, par exemple, moi, je sais que dans ma scolarité, si j'arrivais en retard, je ne disais rien parce que je voulais surtout pas. Et alors là, c'est là à faire réfléchir. Pourquoi vous pensez que en France, en général, on évite de dire quand on est en retard, de rentrer dans la salle de classe et de d'annoncer qu'on est arrivé. Et donc là, voilà, une discussion commence. Ça peut être dans le cas de débutants en espagnol, et puis ça peut être un bon sujet de conversation pour d'autres niveaux. Mais l'idée, évidemment, c'est de pas forcément déranger. Et en général, on dit un petit excusez-moi. Mais surtout, on fait pas de bruit, on s'installe et on ne perturbe pas le déroulement de la classe habituellement en France. Et aussi, dans la classe entre collègues, est-ce qu'on va se dire, camarade de classe, tu où vous? Bon, voilà. Donc ça, c'est des conversations, puisqu'on sait bien qu'au Mexique, on n'a pas la même utilisation du tu qu'en France, peut-être. Pareil, est-ce que c'est pertinent dans leur contexte? Est-ce qu'ils vont être amenés à travailler avec des collègues, en France, au niveau professionnel? Là, il va falloir mettre en place peut-être davantage l'utilisation du vous. En production écrite, un petit exemple, peut-être le seul de l'écrit. Moi, je mets en place un système de couleurs. Peut-être que vous avez déjà le vôtre, mais ça peut vous donner une idée. Vous avez un extrait de la production de l'élève au-dessous. Cette idée de raturer en rouge. Alors, j'avoue que je suis la plupart des productions que je demande, même de cours en présentiel, je les fais passer en ligne, en créant un document de Google Drive, parce que j'ai beaucoup plus de facilité à corriger et ça me prend moins de temps. Et je peux utiliser des couleurs parce que j'ai pas forcément les bons feutres. Il faut le changer à chaque fois, non? Ça prend un temps fou. Que là, c'est 3 clics et c'est bon, c'est fait. Vous donnez des pistes à vos élèves. Je les aide à se corriger de cette manière. Et l'idée, c'est que tout le monde écrit sur la même feuille parce que c'est un drive. Donc ensuite, je peux faire un travail dessus où tout le monde lit. Et je mets en gras les structures qui sont correctement. Je n'oublie pas de manifester quand c'est bien écrit, quand c'est bien fait. Au niveau des commentaires que je peux leur faire,
J'essaie d'être assez détaillée, ça prend du temps, évidemment. Et j'ai beaucoup d'élèves et beaucoup de cours. Mais bon, ben, on fait ce qu'on peut. L'idée, c'est de tendre vers. Je le fais pas forcément tout le temps avec tous mes groupes. J'ai moins de production écrite à des niveaux plus débutants aussi. Donc là, c'est un niveau B2, fin de B2 justement. Donc, je donne un peu de recommandations si vous avez le temps de lire. Il y a même des petites erreurs d'orthographe, mais c'est pas grave, j'écris vite. Et puis, quand Andrea a refait son texte, alors n'hésite pas à la féliciter. C'est vraiment mieux en termes d'agencement des idées, de progression d'argumentation, blabla. Mais il reste à corriger des erreurs linguistiques maintenant et modifier deux paragraphes, blablabla. Donc ça, c'est pas mal. Toujours penser à un aspect positif. Enfin, la production orale libre. Parfois, euh, il y a deux situations. Vous circulez, vous avez cette habitude-là. C'est bien que les élèves ne soient pas corrigés, qu'ils discutent entre eux, qu'ils se rendent compte que la communication passe. Ils font des erreurs, vous les entendez. À vous de décider. Vous les notez, vous, sur un petit papier que vous reportez sur le tableau et ensuite vous faites une correction en groupe. Ou bien même vous les laissez passer, ou bien vous ne faites ce jour-là aucune correction et comme ça les laisse absolument libres. Ils savent qu'aucune oreille de professeur ne traîne. À vous de voir. Donc, l'idée, c'est aussi de les rendre plus autonomes et de leur faire gagner cette confiance. Voilà. Nous arrivons bientôt à la fin avec cette idée de résumer ce qu'on vient de dire. Les filtres de pertinence et un accompagnement bienveillant des élèves. La pédagogie de l'erreur, vous l'aurez compris, a un grand trait psychologique majeur. Il faut absolument dédramatiser l'erreur, qui passe aussi par l'explication des processus cognitifs d'acquisition de ces élèves. J'ai une élève qui est absolument frustrée de faire toujours les mêmes erreurs. Et elle s'arrête de parler. Mais non, mais Perrine, c'est pas possible, mais depuis que tu me le dis. Donc je suis là pour la rassurer, lui dire, mais oui, mais c'est normal. Et je lui explique, c'est normal de faire des erreurs, là, et petit à petit, regarde, et de voir les avancées, les petites avancées. Maintenant, tu t'en rends compte quand tu le dis. Avant, tu t'en rendais jamais compte. Donc même ça, c'est une avancée. Bref, positiver. Euh, Se demander, est-ce qu'on a besoin de changer la perception qu'on a? Et pour briser ce fameux cercle de la culpabilité avec le fait de dire, par exemple, mais c'est nul ce que tu as écrit ou c'est pas bien. Et là, l'élève peut comprendre que c'est lui qui n'est pas bien. Donc attention à ça. Expliquer que l'erreur est donc inévitable. On va pas, on va pas sanctionner un bébé qui apprend à parler et qui se trompe. C'est normal, ou qui apprend à marcher, un enfant, etc. Donc, cette erreur signale, comme le relève le cadre européen commun pour les langues, je ne sais plus dans quel ordre je suis en train de le dire, bref, le cadre. Une marque de volonté qu'a l'apprenant de communiquer malgré les risques, donc positivons. Je vais vous laisser en peut-être un extrait d'un podcast qui s'appelle Ça manque pas d'air, donc je vous le laisserai dans la bibliographie. Et l'idée, vous pourrez écouter, il dure 30 minutes cet épisode. Quelque chose qui est intéressant, c'est notamment le fait de se rendre compte qu'on n'apprend pas si on a peur. C'est un neurolinguiste qui parle, ou une personne, un professeur de neurosciences. Donc la peur est absolument important. Et il renforce cette idée qu'il faut absolument être bienveillant et que l'erreur est la bienvenue, même le dire aux élèves. Plus vous ferez d'erreurs, plus vous aurez de chances d'améliorer vos productions. Il a mené des recherches qui montrent que les élèves qui font le plus d'erreurs, ce sont les élèves qui réussissent le plus finalement aux examens. Donc, dis-moi ton erreur et je t'aiderai à franchir un obstacle, c'est ça. Un petit matériel mignon de Élise Gravel, si vous ne la connaissez pas, si vous travaillez avec des enfants, je vous propose voilà, vous regardez un petit peu ce que c'est. C'est facile à trouver, elle a plein d'affiches imprimables comme ça. Les adultes font des erreurs, les parents font des erreurs, blablabla, etc. Donc c'est très mignon à utiliser en cours, en français en plus. Donc finalement, nos conclusions, nous y arrivons. Les réponses. En quoi l'erreur est-elle un ennemi? Ben, source de stress, d'insécurité, la peur de se tromper. Et ça ne sert pas nos objectifs pédagogiques. Si on corrige juste pour corriger et on fait juste remarquer à nos élèves que c'est pas bien ce qu'ils ont dit. Donc, c'est une alliée si on utilise l'erreur comme un outil diagnostique, un thermomètre ou même un thermostat pour réguler nos enseignements. C'est donc aussi, comme on l'a vu, un outil qui peut servir de différenciation entre les élèves pour leur donner des tâches différentes à accomplir.
Et quand les élèves sont capables de corriger leurs erreurs ou ceux de leur père, eh bien, ça motive les élèves. Ça leur donne cette sécurité et cette confiance nécessaire. Donc, vous l'avez compris, c'est pas demain qu'on va remplacer les enseignants par ChatGPT et les nouvelles technologies. Vous inquiétez pas, on a trop besoin des profs pour corriger, pour la valeur affective également. Et donc, pensez avant toute chose que même les professeurs ont des gommes à leur crayon, ce qui signifie que nous pouvons nous tromper nous aussi. Voilà, c'est terminé. Je voudrais savoir comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez motivé, contrarié par ce que nous venons de voir, rassuré ou déstabilisé? Je vous remercie. Voilà les références. Vous pouvez prendre une capture d'écran peut-être. Mais sinon, vous avez mon email aussi pour m'envoyer des commentaires, des questions, etc. Je vous remercie de votre attention qui aura donc duré 1h15. Merci à vous. Bon, merci à toi, Perrine, pour ce webinaire hyper intéressant, hyper utile. Voilà. Et moi-même, je l'ai vu dans les pratiques des corrections des examens DELF-DALF. C'est tout à fait, tu as tout à fait raison dans l'esprit de l'évaluation positive préconisée par France Éducation Internationale. Ça applique à 100% ce que tu viens de dire. Donc, merci, merci. Euh, Avec plaisir. voilà. Et donc, n'oubliez pas, chers participants, que ce webinaire est enregistré, sera publié sur la chaîne YouTube de l'Institut français d'Amérique latine. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Donc, vous allez bientôt recevoir les informations. Merci beaucoup et bonne soirée. Pardon, peut-être, je sais que j'ai duré peut-être 10 minutes de trop, mais est-ce qu'il y aurait des questions? Bon, alors, euh, j'en ai noté quelques-unes. Si tu veux, je te les lis rapidement et on essaie d'y répondre. Eh ben oui, il nous Alors, reste quelques minutes, on peut y aller. on va essayer de faire rapidement. Alors, quand tu parlais de la définition de l'erreur, donc comment fait-on quand nous avons des groupes mixtes ou pluriculturels? Comment administrer l'erreur? Des groupes mixtes pluriculturels, ben, disons que c'est pas forcément. Alors, vous pouvez faire de la pédagogie différenciée. Si vous remarquez que, je sais pas, en termes de prononciation, on va tous travailler dans le groupe, on va dire, sur la prononciation. Moi, c'est pas mon cas, donc j'essaie de me rappeler de mes premières années de professorat. Mm. Et encore, comme j'ai débuté, j'aurais jamais mis ça en place. Mais là, en réfléchissant rapidement, euh, à ce moment-là, on va tous travailler le quart d'heure prononciation et donc préparer des activités plus en lien avec le type propre d'erreur et passer en groupe et laisser des activités. Ça demande de l'organisation, hein, on est bien d'accord. C'est plutôt par rapport aux langues différentes. Après, il y a des langues qui sont typiquement difficiles. Le E, le R, ça peut être des sons plus communs. Donc, dans ce cas-là, me faire des petits ateliers en travaillant en groupe. Ok, merci. Et donc, quand tu parlais de la variation versus la norme, donc l'affectation du Oui. discours, on mentionnait, c'était donc plutôt pour les débutants. Pardon, pour les étudiants débutants, c'est déroutant. Et donc, à partir de quel niveau faire ce type de correction? Et donc, le commentaire ou la question, c'est plutôt pour les niveaux avancés. Non, non, non. On va pas tout balancer au niveau débutant, mais dès le départ, moi, je vous avoue que mes niveaux A1, dès les premiers cours, je leur dis, voilà, il existe le nous, mais c'est comme en espagnol, le vosotros, on n'utilise pas le vosotros espagnol. Donc là, en français, à l'oral, typiquement, on va utiliser le on à la place du nous. Donc, pendant les cours, je vais pas les corriger s'ils utilisent le nous, c'est parfait, mais je vais les inciter à utiliser le on. Donc là, on parle déjà de variation linguistique. Sur des petites choses, sur la négation aussi, parce que le problème, c'est que je leur dis, c'est pas forcément pour parler comme nous on parle, c'est plutôt aussi pour vous comprendre. Parce que les gens parlent comme ça, les francophones parlent comme ça, en utilisant le on et en supprimant le ne de la négation. Donc, voilà, je sais pas. Et puis ça dépend s'ils veulent parler dans un contexte formel. Donc là, c'est plutôt euh, finalement votre connaissance du profil de vos élèves. Vous pouvez aussi leur poser la question, est-ce que ça vous intéresse plus de parler formellement ou bien du français de tous les jours?
Donc non, il y a des petites choses qu'on peut faire tout à fait, et au contraire, je vous incite à le faire dès les niveaux débutants. C'est bien le problème, et pardon, du cadre, c'est qu'il préconise de travailler sur la variation linguistique au niveau les plus avancés, au niveau C. Mais quels sont les élèves qui arrivent au niveau C? Vous en avez combien d'élèves de niveau C1 et C2? Il y en a peu. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être complètement travaillé dès les niveaux débutants. Voilà. Et donc, tout le reste, ce sont de commentaires aussi par rapport à cela. Ça dépend de la norme interne des étudiants. On travaille toujours avec des débutants. La personne qui a mis ce commentaire, donc les élèves mexicains, il va jamais, par exemple, chercher à faire la différenciation entre brun et brun. Exact, Et, c'est ça. et Vous donc, embêtez pas, c'est pas voilà, grave. il y a une autre personne qui travaille à l'AF de Montréal. Et donc, il y a beaucoup d'étudiants venant du monde entier. Donc, aussi par rapport aux commentaires de la différenciation. Une astuce quand tu parlais de la dictée pour s'assurer de la bonne prononciation, vous savez. Ah, Donc, chat GPT a l'option de pouvoir dicter également et donc avoir la transcription. vous avez Voice Dictation et Vocaro. Alors, j'ai vu passer une question pour la grande grammaire du Oui, français. Tapez-le euh, dans Google, vous le trouvez facilement. voilà. Et pour répondre à la dernière question par rapport à l'attestation de participation, oui, vous allez recevoir votre attestation de participation prochainement, probablement vers la fin de la semaine prochaine. Voilà. Donc, encore une fois, merci à tous et à toutes et à tous les participants participantes d'être venus aujourd'hui, enfin de se connecter aujourd'hui plutôt. Et merci à toi, Perrine, et je te dis à la prochaine et à vous tous, bonne soirée. Merci à vous, au revoir. Je vois il y en a qui sont rassurés. J'en suis ravie. Au revoir tout le monde. À la prochaine, à une Au prochaine. revoir.